Bonjour à tous. Cette capsule vidéo illustre une première application d'un plan composite centré, c'est-à-dire un plan à surface de réponse dans un contexte d'optimisation. Cette présentation nous conduit dans le domaine de l'agroalimentaire, où l'on va s'intéresser à un procédé de raffinage de chocolat par broyage. Les réponses qui seront mesurées par les auteurs de la publication peuvent être regroupées en familles. On trouve tout d'abord des caractéristiques de nature physique, telles que la taille des particules, la viscosité mesurée après mise en œuvre de la poudre. Il y a ensuite une réponse d'ordre sanitaire qui porte sur la teneur en éléments métalliques après broyage. Enfin, on s'intéressera à la dépense énergétique liée à cette opération technologique. L'optimisation va consister à trouver le meilleur compromis entre trois réponses particulières, à savoir la taille des particules broyées, qui devra respecter un intervalle de tolérance, la consommation énergétique et la teneur en éléments métalliques, qui devront être minimisées. Pour atteindre cet objectif, les expérimentateurs vont mettre en œuvre deux facteurs. L'un porte sur le temps de broyage et l'autre sur la vitesse de rotation. Dans un problème d'optimisation, les facteurs doivent être quantitatifs à variation continue, puisque l'optimisation va consister à trouver le meilleur réglage de ces deux paramètres au sein d'un domaine expérimental qui sera défini à partir des niveaux minimum et maximum associés à la mise en œuvre des facteurs. Comme il a été rappelé en introduction, les problèmes d'optimisation doivent orienter le choix d'un plan d'expérience vers les plans à surface de réponse, dont l'objectif doit permettre la modélisation de courbures. Pour ce faire, on fait appel à des modèles quadratiques sous la forme de polynômes de degré 2. Les monômes du second degré se présentent sous la forme de termes rectangles et de termes carrés, et ce sont ces derniers qui matérialiseront la courbure de la surface de réponse. Enfin, et afin d'aborder sereinement un problème d'optimisation, il convient toujours de disposer d'un point de fonctionnement dont on a pu évaluer les performances. Dans cet exemple, les auteurs précisent que pour un temps de 55 minutes et pour une vitesse de 70 tours par minute, on observe une productivité de 109 kg par heure. S'il convient d'améliorer ces performances, il faut alors s'éloigner de ce point de fonctionnement, mais on ne sait pas à quelle distance ni dans quelle direction on peut espérer trouver mieux. Les modèles associés à la description de chacune des réponses vont servir alors de boussole exploratoire. S'éloigner d'un point de fonctionnement nécessite d'affecter un pas de variation pour chacun des facteurs. La valeur de ce pas doit intégrer la connaissance des experts. Pour la durée de broyage, un pas de 15 minutes a donc été choisi. De même, pour la vitesse de rotation, les expérimentateurs ont adopté un pas de 20 tours par minute. La combinaison des niveaux des facteurs conduit à un domaine dont les sommets sont représentés par des points cubiques. En mesurant la variation des réponses sur ces différents sommets, on pourrait mettre en œuvre les méthodes d'analyse des plans factoriels complets pour estimer dans ce domaine les effets principaux des facteurs et ici une interaction double. En supposant un modèle polynomial de degré 1, passant par ses sommets, on pourrait également mesurer l'écart de linéarité avec la réponse mesurée au point central. Mais en fixant les limites d'un domaine cubique ou hypercubique, on ne peut pas s'éloigner du point central avec la même distance dans toutes les directions de l'espace. On va donc venir appuyer sur les sommets une limite circulaire, sphérique, voire hypersphérique, sur laquelle apparaissent des points dits en étoile. Ils sont situés sur les axes du domaine de manière symétrique par rapport au point central. La figure obtenue est beaucoup plus satisfaisante en termes de maillage régulier de la limite du domaine expérimental. Et cette approche est due à Box et Wilson en 1951. Elle porte le nom de plan composite centré.
Centré parce que l'on s'appuie sur un point de fonctionnement au centre du domaine. Et composite, parce qu'on associe au traitement d'un plan factoriel complet, à 2 niveaux, des points en étoile. On obtient ainsi les 5 niveaux par facteur, ce qui est largement suffisant pour modéliser des courbures. Mais tout ceci est décrit dans un espace industriel et tout le monde ne s'intéresse pas au raffinage du chocolat à l'aide d'un broyeur à billes. Comme les plans d'expérience sont des outils transversaux à de nombreuses disciplines, il convient de rendre adimensionnelle cette approche en la transposant dans un espace mathématique. Dans cet espace, on retrouve le point central à l'origine du repère. En reprenant les notations proposées par Frank Yates, les points cubiques sont obtenus à partir de combinaisons des niveaux -1 et +1 associés à chacun des facteurs. Et les points en étoile sont situés sur les axes de part et d'autre du point central à une distance notée alpha. La relation de passage d'un espace à l'autre n'est autre qu'une relation affine traduite par une équation de droite. On retrouve donc sous forme de tableau ou de matrice les coordonnées sous forme codée des traitements distincts à mettre en œuvre. Le point central, les points cubiques et les points en étoile. On peut ainsi calculer le nombre distinct de ressources en termes de traitement. 2 puissance k représente le nombre de points cubiques, 2k le nombre de points en étoile, et 1 représente enfin l'essai à réaliser au centre du domaine. On constate immédiatement la limite des plans composites centrés à des applications dans des domaines définis à partir d'un nombre limité de facteurs pour contenir le nombre de ressources à affecter à une étude d'optimisation. D'autant plus que dans l'espace mathématique, des nouvelles contraintes algébriques vont venir se greffer aux considérations purement logiques et géométriques qui nous ont servi à illustrer la construction séquentielle de ce plan composite centré. On attend en effet d'un plan à surface de réponse qu'il procure des modèles avec une grande qualité prévisionnelle à laquelle il faut rattacher la notion d'incertitude. Un modèle va servir à faire de l'interpolation entre le centre du domaine et la limite de ce domaine définie ici par un cercle. Et compte tenu des inévitables incertitudes de mesure, elle-même conjuguée à l'approximation d'une variation complexe par un polynôme de degré 2, les prévisions obtenues à partir du modèle seront entachées d'incertitude. Et c'est ce constat qui va modifier quelque peu la construction précédente du plan d'expérience. Comme on ignore dans quelle direction se situe l'optimum, s'il existe, il faut satisfaire à des exigences d'isovariance par rotation. Pour une distance donnée à partir du centre du domaine, on souhaite que les incertitudes provoquées par la modélisation soient les mêmes, et ce, quelle que soit la direction de l'espace. Pour un nombre de facteurs donné, cette propriété est exclusivement liée à la distance des points en étoile, qui est définie à partir de la valeur alpha. Pour alpha égale 1, c'est-à-dire en ramenant les points en étoile au centre des arêtes, on voit que cette propriété n'est pas satisfaite, pas plus qu'en choisissant une valeur pour alpha égale à 2. Par contre, en choisissant une valeur égale à racine de 2, qui correspondrait en présence de deux facteurs à une considération purement géométrique, on a réussi à satisfaire la propriété d'isovariance par rotation. De manière plus générale, la valeur de alpha doit être égale à la racine carrée de 2 puissance k pour satisfaire la propriété d'isovariance par rotation. Et satisfaire cette propriété est un impératif dans un plan à surface de réponse. On souhaite par ailleurs que les incertitudes liées aux prédictions faites par les modèles, on souhaite que ces incertitudes soient les plus uniformes possibles, ce qui s'obtient en créant des répétitions et des répliques au point central du domaine. Le nombre de répétitions va être noté N0.
En observant la figure obtenue pour une seule valeur mesurée, en ce point central, on constate que c'est en ce point que l'incertitude est la plus grande. Répéter contribue à diminuer les incertitudes et en augmentant pas à pas le nombre de répétitions, on constate petit à petit une uniformisation de la fonction de variance dans une vaste zone du domaine expérimental. On pourrait démontrer que 5 valeurs mesurées au point central constituent le meilleur compromis et on aboutit ainsi dans l'espace mathématique à une matrice d'expérience possédant à la fois des propriétés d'isovariance par rotation et des propriétés de précision uniforme. Il ne reste plus qu'à transférer cet objet mathématique dans l'espace industriel à partir des relations de codage précédemment présentées. Il s'ensuit le mesurage des réponses, dont les valeurs sont reportées ici, pour donner lieu à une analyse de régression dont la finalité est d'obtenir des estimations des coefficients des modèles mathématiques, puis d'apprécier la qualité de ces modèles. L'analyse de régression similaire dans ces grandes lignes à l'analyse de variance produit pour chacune des réponses un modèle, des coefficients et des résidus. Et on s'intéressera uniquement dans cette capsule vidéo d'application des plans composites centrés, on s'intéressera uniquement à la qualité des modèles dans leur globalité. Le diagramme en bâton que vous découvrez à l'écran illustre pour chacune des réponses la qualité descriptive et la qualité prédictive des modèles quadratiques. Les bâtons de couleur verte traduisent la qualité descriptive des modèles, à savoir l'aptitude de ces modèles à décrire plus ou moins correctement la variation des valeurs mesurées consignées dans le tableau précédent. La qualité descriptive est supérieure à 80% pour 3 des 5 réponses, soit pour la taille des particules, la teneur des éléments métalliques, ou encore la consommation énergétique. Les bâtons de couleur bleue traduisent la qualité prédictive des modèles, à savoir leur aptitude à prédire de nouvelles valeurs pour des combinaisons de niveaux des facteurs non encore mises en œuvre. L'estimation de la qualité prédictive fait appel à des techniques de validation croisée et le coefficient qui traduit cette qualité prédictive est toujours inférieur à celui qui traduit la qualité descriptive. On retiendra ici, pour faire de la modélisation, les réponses pour lesquelles la qualité prédictive des modèles est la plus élevée. Dès lors que l'on observe et que l'on dispose de l'équation des modèles, on peut les représenter graphiquement, par exemple sous la forme de courbes d'isoréponse. C'est ce que l'on découvre à l'écran pour la taille des particules après broyage. Et il devient alors possible d'isoler la bande du plan qui permet, d'après le modèle, de satisfaire aux exigences des expérimentateurs, à savoir une taille des particules comprise entre 20 microns et 23 microns. Il en va de même pour le modèle traduisant la teneur en éléments métalliques après broyage que l'on souhaite naturellement minimiser et rendre inférieur à 25 mg par kilo. Enfin, afin de minimiser la consommation énergétique, le modèle confirme qu'il faut à la fois diminuer le temps de broyage et la vitesse de rotation. Une des méthodes d'optimisation multicritère consiste à superposer, parce qu'on est dans un espace à 2 dimensions, les contours des zones d'acceptation. Et s'il existe une intersection commune à l'ensemble des réponses, les modèles nous auront indiqué une direction d'optimisation et une localisation d'un potentiel optimum, condition qu'il faudra naturellement valider expérimentalement. Ainsi, pour une durée de 38 minutes et une vitesse de 58 tours par minute, les auteurs de la publication affirment avoir obtenu une productivité de 156 kg par heure, ce qui représente une augmentation de plus de 40% par rapport au point de fonctionnement initial. La prochaine capsule vidéo sera consacrée à une première application des plans pour l'étude de mélange.